Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Killers of the Flower Moon. You gotta pick a side. I don't even know if you love me anymore. Of course I love you. And kill these men who killed my family. Did your wife say who she was most afraid of? Don't do something you're gonna regret for the rest of your life. I ain't got nothing but regret. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, l'insatiable réalisateur qui, à 80 ans, garde toute son énergie pour monter des projets ambitieux. L'un des plus grands cinéastes américains en activité, si ce n'est le plus grand, revient avec une œuvre qui mélange habilement les genres, western, polar, romance, thriller et fresque historique. Avec près de 3h30 au compteur, notre Marty international nous déploie toute l'étendue de son talent. Nous reconnaissons bien ici quelques tics de mise en scène si connus du grand public et plus encore des cinéphiles aguerris. Pourtant, il s'agit d'une œuvre bien singulière, au rythme mesuré. Car la grande force de cet auteur, c'est de s'être toujours mis au service de son histoire. Alors, laissons de côté les loups de Wall Street, infiltrés et autres affranchis, car Killers of the Flower Moon s'inscrit plutôt dans le courant récent que sont les films Silence et The Irishman. Bon, je pourrais m'amuser pendant des heures à citer tous les films de Scorsese juste pour le plaisir, mais nous n'avons que quelques minutes. Alors, revenons ensemble sur ce 27e long métrage du maître à penser, cité de tous les grands réalisateurs contemporains. Adapté du livre éponyme de David Grann, l'histoire nous plonge au cœur du peuple amérindien Osage, exilé à plusieurs reprises, qui trouve enfin refuge dans le Minnesota. À la fin du 19e siècle, les Osages découvrent d'innombrables puits de pétrole qu'ils exploitent massivement. Pour établir ces faits historiques dans son histoire, Scorsese filme au ralenti ces hommes qui dansent sous une pluie d'or noir salutaire. Ces plans sont d'une extrême beauté, tout comme cette vue aérienne spectaculaire de centaines de puits de pétrole surmontés de pompes. Ces familles deviennent extrêmement riches et attirent la convoitise de nombreux hommes blancs en quête de fortune. Ernest Burkhardt, interprété par le très investi Leonardo DiCaprio, est l'un d'entre eux. Si son personnage est en premier lieu défini comme un pauvre bougre cherchant à devenir riche par tous les moyens, nous percevons rapidement son arrivée en ces terres étrangères comme une anomalie. Alors qu'il courtise Molly, une jeune femme Osage héritière, nous comprenons bien que cette romance est forcée par cet homme vorace. Le fait-il par l'appât du gain, ou par amour, ou les deux ? Là est toute la question du long métrage. Aidé et poussé par son oncle William Hale, un colon patriarche rusé et corrompu, campé par l'immense De Niro, Ernest Burkhardt finit de séduire la jeune autochtone et accède au mariage. C'est dans ce contexte des années 1920 que plusieurs dizaines d'Osages sont assassinés. Relayées au second plan de l'intrigue, ces scènes assez courtes sont néanmoins choquantes tant l'hémoglobine coule à flot. Et lorsque ce n'est pas le sang qui se déverse à l'écran, ce sont les larmes de ces familles qui découvrent impuissantes les cadavres mutilés. Le récit arrive à retranscrire la force passive de ce peuple face à l'envahisseur blanc jusque dans les dernières scènes clés du long métrage. Scorsese nous offre ici une nouvelle variation de portrait de criminels de l'Amérique. Si nous avons longtemps dit, à juste titre, que l'Italo-américain n'était pas vraiment intéressé par les figures féminines de ses récits, il semble à l'évidence que c'est moins le cas ici. Molly est un personnage magnifique, porté par la révélation Lily Gladstone, qui incarne toute l'intégrité et la dignité de ce peuple honorable qui a vécu tant de souffrances. Même s'il faut noter qu'elle disparaît pendant un temps, au profit de l'enquête, ce n'est que pour mieux refaire surface et asséner des répliques bouleversantes. DiCaprio, qui devait à l'origine tenir le rôle de l'agent du FBI, est à la limite d'en faire trop dans la peau de ce beugnet ignoble, souvent grotesque. Nous apprécions tout de même le rôle d'équilibriste qu'il tient entre d'un côté cet innocent manipulé
et de l'autre ce mari odieux et cruel. De Niro, qui s'initie sa 10e collaboration avec Scorsese, déploie tout son talent grâce à son expérience au service de gangsters et malfrats qu'il a si bien incarné, au risque aujourd'hui de se voir constamment caricaturé. Il impose ici un personnage fourbe, cynique, celui d'un faux mécène qui se fait appeler King, soi-disant ami du peuple autochtone. Ce trio d'acteurs principaux est soutenu par un autre trio d'acteurs secondaires que j'apprécie tout particulièrement, Jesse Plemons côté police, Brendan Fraser et John Lithgow côté avocat. D'autres performances sont à mettre au crédit du film, celles des décorateurs et costumiers qui ont abattu un travail de reconstitution minutieux, participant à la crédibilité du film. Doté d'un budget de 200 millions de dollars, c'est de loin la plus grosse dépense à ce jour pour un film Apple. Produit pour le cinéma et non pour sa plateforme, le studio californien a donné carte blanche à Scorsese pour mettre en lumière le récit de ce peuple martyrisé. En accordant autant de visibilité sur cette histoire macabre des États-Unis, l'homme qui détient aujourd'hui la plus grande influence sur le cinéma mondial nous transmet un message puissant de fraternité, éminemment bienvenu en ces temps si sombres. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.